Si je vous dis animé, il y a 99% de chances pour que vous me répondiez Japon, manga, voire Japanimation. Et pour cause, les animés japonais sont aujourd'hui tellement présents, notamment en Europe, que le terme animé lui-même fait pour beaucoup d'entre nous directement référence à ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps encore la Japanimation. Car le Japon a su s'imposer dans un monde qui fut pendant longtemps dominé par les États-Unis. On imagine sans peine les difficultés rencontrées lorsqu'on fait face à un mastodonte comme Disney par exemple. Conquérir un tel marché relevait presque de l'impossible, mais le Japon l'a fait. Et ça n'a pas été sans mal. Pourtant, vous allez voir dans cette vidéo que l'histoire de l'animation japonaise ressemble quand même pas mal à celle de l'animation américaine. On va donc retracer son parcours et on verra aussi comment la Japanimation est finalement parvenue à s'imposer comme un concurrent très sérieux pour les grosses majors de l'industrie du cinéma américain et particulièrement chez nous en Europe. Mais comme aux États-Unis toutefois, où l'animation doit énormément à Disney, mais pas que, il n'est pas possible d'évoquer l'histoire de l'animation japonaise sans évoquer les grands studios pionniers du genre. On va donc en profiter pour s'intéresser également à leur histoire dans la deuxième partie de la vidéo. Pas tous, évidemment, il y en a beaucoup trop, mais au moins 3 parmi les plus grands. Minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Commençons par clarifier rapidement quelques termes, histoire de couper court à certaines idées reçues qui ont encore la vie dure en Occident. La différence entre manga et animé, par exemple. Ça a l'air évident, mais on entend encore trop souvent des gens dire qu'ils regardent des mangas à la télé ou en streaming. Bah non, désolé, mais les mangas ce sont les BD, papier. Ce n'est pas parce qu'un animé est japonais qu'on peut dire que c'est un manga. Ils sont souvent tirés d'un manga, certes, mais c'est pas toujours le cas. Quant au terme animé, il désigne au départ l'animation dans son ensemble, et pas uniquement la japanimation. C'est le terme utilisé au Japon pour désigner ce qu'on appelle encore parfois chez nous les dessins animés. Ces questions sémantiques étant réglées... Était-ce bien nécessaire ? Bah écoute, on est rigoureux ou on l'est pas, En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, les animés, et puis ensuite les mangas, ont souvent été la porte d'entrée pour découvrir le Japon et sa culture. Et si on est ici aujourd'hui, vous comme moi, c'est parce qu'on a choisi de franchir cette porte. Alors, une fois de plus, allons-y, passons le torii qui mène au temple de la connaissance et du savoir, et découvrons l'histoire de l'animation japonaise. Oh, c'est beau ce que tu dis. L'animation d'images dessinées a démarré un peu partout dans le monde à la même période, au début du XXe siècle. Le Japon ne fait pas exception à la règle, puisque les premiers essais du genre dans l'archipel remontent aux années 1900. La première tentative connue date de 1906 et s'intitule Katsudo Shashin, que l'on peut traduire par image en mouvement. On y voit un personnage à casquette écrire les mots Katsudo Shashin de droite à gauche sur un mur avant de retirer sa casquette et de saluer. Bon, les images ont plus de 100 ans, et plusieurs personnes ont tenté de les restaurer tant bien que mal pour le résultat que vous venez de voir. Ah oui, c'est sûr qu'à l'époque, c'était pas en HD. Voilà, et je trouve que c'est déjà bien qu'on puisse les trouver. Ce sera pas toujours le cas pour les autres œuvres dont on va parler ensuite. Ce premier essai va évidemment donner des idées à plus d'un, et les techniques vont rapidement évoluer. C'est ainsi qu'une dizaine d'années plus tard, en 1917, plusieurs courts-métrages animés voient le jour, notamment Dekobo Shingacho Meian no Shippai, réalisé par un des pionniers de l'animation japonaise, Shimokawa Oten, et considéré comme le premier vrai court-métrage d'animation japonais. Le style d'animation utilisé était très rudimentaire, basé sur des dessins en noir et blanc avec peu de mouvements. Cependant, il a été salué comme une étape importante dans l'histoire de l'animation japonaise, car il a été l'un des premiers à raconter une histoire à travers des images animées. Alors, il est en revanche très difficile de savoir en quoi consistait cette histoire, car on ne retrouve pas trace de ce film sur internet, et croyez-moi, c'est pas faute d'avoir cherché. Certains avancent qu'il s'agissait d'un jeune garçon rendant visite à son grand-père à la campagne, d'autres d'un personnage creusant une fosse pour attraper un sanglier et qui tombe dans le trou à sa place. C'est d'autant plus perturbant que lorsqu'on fait une recherche sur YouTube avec ce nom, même en japonais, on trouve généralement un autre court-métrage, lui aussi datant de la même époque, intitulé Namakura-gatana, et qui lui a été relativement bien restauré. Mais Dekobo Shingacho n'est pas le seul film d'animation de cette époque pour lequel on ne retrouve aucune copie nulle part. C'est aussi le cas du premier film d'animation japonais parlant, réalisé en 1933 par Masaoka Kenzo, et intitulé Chikara to Onna no Yononaka, que l'on pourrait traduire par « Dans un monde de puissance et de femmes ».
tout un programme. Étant donné les dates de production de ces œuvres, il n'est en réalité pas si surprenant que l'on n'en retrouve plus trace de nos jours. N'oublions pas que la Seconde Guerre mondiale et ses bombardements sont passés par là. Il y a fort à parier que les bobines contenant ces films aient été détruites à cette occasion. Au contraire des États-Unis, puisque je pense que tout le monde, ou presque, a entendu parler du premier film d'animation sonore de Disney, le fameux Steamboat Willie. Attends, j'ai pas rêvé. C'est une souris, non? Oui. Oh, je te vois venir, toi! Ah non, n'espère pas la croquer, mon vieux, hein. Cette souris, elle pèse aujourd'hui des milliards de dollars, inutile de rêver. Dommage, j'en aurais bien fait mon 4 heures. Eh bah, oublie. Mais puisqu'on en parle, Steamboat Willie date de 1928. Comme quoi, vous voyez, l'animation japonaise n'était pas si en retard que ça sur l'Oncle Sam. Hein. Et malgré ce qu'on pourrait penser, la Seconde Guerre mondiale ne va pas mettre un frein à l'animation. Au contraire même. Si la guerre affecte évidemment l'industrie cinématographique japonaise, le gouvernement comprend vite qu'il peut s'appuyer sur ce média dans un souci de propagande. Et c'est ainsi qu'en 1943, voit le jour un long métrage d'animation, cette fois, intitulé Momotaro Umi no Shinpei, c'est-à-dire Les soldats de la mer de Momotaro, produit par la marine japonaise, afin de soutenir l'effort de guerre. Momotaro, il y a de fortes chances pour que ce nom parle à plusieurs d'entre vous. Normal, il s'agit d'un personnage légendaire au Japon, issu d'un conte très célèbre, et dont on parlera un jour en vidéo. Enfin, je pense. La vidéo sur Urashima Taro ayant fait un bide retentissant, je garde ça de côté pour l'instant. En tout cas, l'utilisation de ce personnage à des fins de propagande fait que le film sera un vrai succès. Dans ce film, Momotaro dirige une équipe composée de divers animaux issus de la légende originelle, chiens, singes, faisans, etc., qui ont pour mission d'attaquer une base ennemie située sur une île étrangère. Les animaux montrent ici toutes leurs capacités militaires en décodant des messages ou même en larguant des bombes. Le film est diffusé dans tout le Japon et parvient à promouvoir l'effort de guerre auprès des jeunes, notamment. Il sera cependant censuré après la guerre par les forces américaines d'occupation et restera très longtemps interdit. Mais aujourd'hui, il sert à montrer comment l'animation a pu servir à des fins de propagande. Et dire qu'il y a encore des gens qui croient que les animés ne sont que pour les enfants. Enfin, laissons de côté cette part sombre de l'histoire de l'animation et entrons à présent de plein pied dans l'âge d'or pour voir comment le Japon a conquis un monde où l'Amérique régnait en maître. Après la Seconde Guerre mondiale, l'animation japonaise continue de prospérer et d'évoluer. Les années 50 voient la création du premier grand studio d'animation, Toei Doga, fondé en 1956. Il s'agit évidemment du studio aujourd'hui bien connu sous le nom de Toei Animation. Le studio produit les premiers véritables longs métrages d'animation japonais en couleur, comme Le Serpent Blanc en 1958, ou encore Alakazam le Petit Hercule en 1960. Un nom qui ne vous parle sans doute pas vraiment, j'avoue qu'il me disait rien à moi non plus, jusqu'à ce que je découvre son titre en VO, Saiyuki. C'est pas une série des années 90 ou 2000, ça? Alors effectivement, il y a eu une série, et même plusieurs il me semble, par la suite. Mais ça n'a rien d'étonnant, puisque Saiyuki peut se traduire par « la pérégrination vers l'ouest ». Et là, tout de suite, ça vous évoque peut-être quelque chose. Mais attends, ce serait pas par hasard la fameuse légende du roi des singes? Pim-pom! Bien joué, tu viens de gagner une ration de croquettes. Oh, chic alors! Bon bah, itadakimasu, hein? C'est ça, bon appétit. Pour revenir à Saiyuki, il s'agit effectivement de la première adaptation de cette célèbre légende en animation. Et la légende, ce n'est pas uniquement l'histoire, mais également son réalisateur, puisqu'il s'agit rien de moins que du roi du manga en personne, le maître Tezuka Osamu himself. Tezuka Osamu est déjà relativement connu au Japon à l'époque, et il fera encore davantage parler de lui dans l'histoire de l'animation japonaise durant la décennie suivante, qui sera le théâtre d'une véritable petite révolution pour le monde de l'animation au Japon. Car si les années 50 ont vu naître des animés surtout basés sur des contes et légendes japonaises et orientales comme Saiyuki, les années 60 verront l'arrivée de grandes nouveautés dans l'animation, avec des histoires plus modernes et originales, notamment basées sur des thèmes tels que la science-fiction, la robotique ou encore l'aventure. C'est ainsi qu'en 1963 débarque sur les petits écrans japonais un feuilleton d'un genre nouveau, une série animée hebdomadaire, l'adaptation du manga phare de Tezuka Osamu, Tetsuwan Atom, plus connu chez nous sous le nom d'Astro le petit robot, ou Astro Boy pour les pays anglo-saxons. Pour la première fois, le jeune public japonais découvre une série qui lui est destinée, mettant en scène un jeune robot doté de capacités surhumaines et luttant pour la paix et la justice.
Bon, en vrai, Tetsuwan Atom n'est pas la première série animée au Japon. Il y a eu des précédents, tels que Manga Calendar en 1951, Husengum en 1956 ou encore Instant History en 1957. Mais Atom, ou Astro, puisque c'est ainsi qu'on le connaît ici, a marqué un tournant car à la différence des précédentes séries, il a connu un succès fulgurant. La série est devenue rapidement très populaire auprès des enfants et surtout elle était diffusée chaque semaine, une nouveauté à l'époque, ce qui a énormément contribué à l'émergence de cette culture de l'animation à la télé au Japon. Culture qui, grâce à Astro notamment, s'est exportée à l'étranger. Et c'est ça qui a fait la différence avec l'animation américaine et qui a permis au Japon de s'imposer par la suite, comme on va le voir, comme un géant de l'animation sur la scène internationale. En effet, l'animation japonaise a pris un chemin différent de l'animation américaine, principalement destinée au cinéma. Et Tetsuwan Atom a également marqué un tournant en termes de style d'animation. La série a introduit un style plus dynamique et cinématographique avec des mouvements de caméra variés ou encore des plans rapprochés sur les personnages. Un style qui, paradoxalement, a clairement subi l'influence du cinéma américain, notamment les films de Disney comme Blanche-Neige, qui a énormément marqué les pionniers de l'animation japonaise déjà avant la guerre. Mais l'industrie de l'animation japonaise a su adapter ce style pour répondre aux contraintes de la production télévisuelle. Le Japon a donc pris tout le monde de vitesse en basculant l'animation sur le petit écran au lieu de se contenter de films long métrages au cinéma. Et c'est ce qui a permis dès lors une production de masse d'animation télévisuelle. On peut dire qu'Astro a lancé la machine et à partir de là, il n'était plus possible de l'arrêter. L'animation japonaise allait croître de manière exponentielle, notamment dans les années 70. Effectivement, les années 70 et 80 connaissent un véritable boom de l'animation au Japon. Le secteur connaît une croissance sans précédent et se diversifie. C'est aussi là que de nombreux studios voient le jour, on va en reparler dans la dernière partie. La production de séries d'animation télévisuelle est plus que florissante, c'est une véritable explosion. Les séries à succès sont si nombreuses qu'il serait impossible de les citer toutes. On y retrouve des noms ultra célèbres encore aujourd'hui, tels que Mazinger Z en 1972, Candy en 1976, Albator alias Captain Harlock en 1978, et dont j'ai déjà parlé longuement dans la vidéo hommage à Matsumoto Leiji. Et bien sûr, les rouleaux compresseurs des années 80 que seront Dragon Ball et Saint Seiya en 1986. La popularité de ces séries est telle qu'elles parviennent à s'exporter, notamment en Europe, la France en tête, dès la fin des années 70. Et là, je pense que c'est pas nécessaire de continuer, parce qu'à partir de là, l'histoire est connue. La Japanimation se porte aujourd'hui toujours aussi bien, malgré sans doute une légère baisse de régime après les années 2000. Mais les productions sont toujours aussi nombreuses, et le pays du soleil levant n'a pas fini de nous inonder de ses séries et films d'animation. Pour notre plus grand plaisir, évidemment. Je ne m'attarderai pas ici sur l'arrivée en France des animés japonais, d'une part parce que j'en ai aussi déjà un peu parlé dans la vidéo sur le phénomène otaku notamment. Souvenez-vous, c'était au tout début de la chaîne, la vidéo est par là si vous ne l'avez pas vue. Et d'autre part, parce que je pense y consacrer un jour une vraie vidéo complète et détaillée, comme celle que vous êtes en train de regarder. Parce que je dois avouer que ce sujet me tient d'autant plus à cœur que je l'ai vécu pour ainsi dire en live. Mais la vidéo n'est pas finie pour autant. Et pour conclure, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à quelques-uns des plus grands studios d'animation japonais qui ont vu le jour durant cette période faste, que j'ai qualifiée de petite révolution tout à l'heure. On l'a vu, le premier vrai studio d'animation japonais, c'est bien sûr la Toei Doga, qui deviendra par la suite la Toei Animation. Créée en 1956, la Toei va très vite s'orienter elle aussi vers la production de séries animées adaptées de mangas. Car en effet, l'adaptation de Tetsuwan Atom n'est pas une production Toei. Bien que Tezuka Osamu ait fait partie du studio à ses débuts, il créera assez vite son propre studio, Mushi Production, en 1961, avec lequel il adaptera son manga le plus connu. On va reparler de Mushi Production dans un instant. Mais Tezuka Osamu n'est pas le seul artiste connu à avoir participé au début de la Toei Animation. Dans ses rangs, on retrouve en effet dès le départ des noms devenus depuis mondialement célèbres tels que Takahata Isao ou encore Miyazaki Hayao. Les deux créeront d'ailleurs quelques années plus tard eux aussi leur propre studio, une petite entreprise sans grande envergure dont pratiquement personne n'a jamais entendu parler, un certain studio Ghibli. Dès les années 60, la Toei s'impose sur le marché avec ses adaptations de manga parmi lesquelles Gegege no Kitaro, Cyborg 9 ou encore le premier animé de Magical Girl, Mahotsukai Sally, Sally la petite sorcière.
Suivront bien sûr toute la litanie des gros animés comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, la plupart étant produits par la Toei. Mais puisqu'on parlait de Magical Girls, si la Toei a ouvert la voie, c'est un autre studio, né dans les années 70, qui va s'en faire une spécialité. Créé en 1979, le studio Pierrot est aujourd'hui un des plus anciens et des plus gros studios d'animation japonais. Et s'il est surtout connu à présent pour avoir produit des animés tels que Naruto ou Bleach, sa marque de fabrique a longtemps été assez différente. Le studio Pierrot est né de la fusion entre deux studios apparus dans les années 60, Tatsunoko et Mushi Production, le studio de Tezuka Osamu. Ces deux studios connaissaient des difficultés financières, notamment Mushi, et ont donc décidé de fusionner. Bon, faut dire aussi qu'avec un bulldozer comme la Toei en face d'eux, ils étaient plus forts ensemble que séparés, hein. Comme on dit, l'union fait la force. Le studio Pierrot commence par des adaptations plutôt réussies, comme celle de Nils Holgersson, un conte suédois qui rencontrera aussi le succès chez nous, et surtout celle du très populaire manga de Takahashi Rumiko, Urusei Yatsura, plus connu ici sous le nom de Lamu, en collaboration avec un autre studio, le studio Kitty. Mais comme je l'ai dit, le studio va ensuite pour ainsi dire se spécialiser dans un genre bien particulier, celui des Magical Girls. Malgré la concurrence de Sally chez Toei Animation, Pierrot va s'imposer avec Maro no Tenshi Krimi Mami. Suivront d'autres séries du même genre comme Persia, Magical Emi, Fancy Lala ou encore Pastel Yumi. On est plutôt très loin de Naruto là, hein. Et dans les années 80, le style shoujo semble même devenir la marque de fabrique du studio Pierrot, avec entre autres l'adaptation du manga de Matsumoto Izumi, Kimagure Orange Road, également connu en France sous le nom de Max et compagnie. Ce n'est que dans les années 90 que, peut-être un peu poussé par le succès phénoménal de Dragon Ball ou Senseiya du côté de la Toei, le studio Pierrot décide enfin de se lancer dans l'aventure du shonen. Et là encore, il fera sortir un nouveau génie de sa lampe magique, puisqu'il adaptera la série de Togashi Yoshihiro, Yu Yu Hakusho. Si malheureusement la série est arrivée trop tard chez nous pour être propulsée par le Club Dorothée, au Japon, elle connaîtra un franc succès qui permettra au studio Pierrot de se diversifier et de se lancer ainsi dans des adaptations de séries plus adultes comme Flame of Recca ou encore GTO. Avant bien sûr de connaître la consécration ultime avec les shonen cités précédemment. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir lu ou vu Yu Yu Hakusho, franchement, allez-y. Il y a peut-être des fans de Hunter x Hunter parmi vous. Et ben Yu Yu est signé du même auteur et c'est vraiment un régal. En tout cas, moi j'adore. Aux dernières nouvelles, la série était dispo sur Netflix, donc allez y jeter un œil. Toujours dans les années 70, à l'autre bout de l'échiquier de l'animation, apparaît un autre studio qui se fera vite remarquer, mais dans un tout autre genre que celui des Magical Girls, le studio Sunrise. Celui-ci sort son premier projet original en 1977, Super Machine Zambot 3, et d'emblée, on comprend à qui on a affaire. Les grosses séries de mecha viennent d'arriver sur les écrans japonais, avec les adaptations des mangas de Go Nagai par la Toei, Mazinger Z, Gata Robo, et bientôt Grandizer, c'est-à-dire Goldorak et les autres, vont arriver. Sunrise choisit donc de se placer sur ce créneau et va rencontrer un succès fracassant grâce à une franchise archi connue aujourd'hui qui déboule en roulant de toutes ses mécaniques en 1979, le célèbre Mobile Suit Gundam. Et là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une poule aux œufs d'or, puisqu'aujourd'hui encore, chaque nouvelle déclinaison de la franchise est un événement pour les fans. Et ce sera aussi l'occasion de voir arriver le merchandising des produits dérivés, puisque les Gunpla, comprenez les Gundam plat modèle, les maquettes de Gundam connaissent aujourd'hui un succès international. Notez que ce n'est pas Sunrise qui a inventé le concept des produits dérivés d'animé, la Toei s'était déjà essayé. Mais quand on regarde le marché des maquettes et autres figurines articulées au Japon, on a parfois l'impression de voir du Gundam absolument partout. Si les séries de mecha restent encore aujourd'hui l'apanage du studio Sunrise, on peut néanmoins noter qu'il a lui aussi tenté de se diversifier, et parfois avec succès. Parmi ses plus grosses réussites, comment ne pas citer le cultissime City Hunter, alias Nicky Larson, ou encore la série Cowboy Bebop. Mais malgré ses grosses licences, Sunrise reste le studio mecha par excellence, et ce n'est sûrement pas prêt de changer. Alors petit fun fact pour terminer concernant la Toei, histoire de boucler la boucle, vous avez sans doute pratiquement tous déjà vu le logo de la Toei Animation. Et bien celui-ci représente le personnage d'un des premiers longs métrages produits par le studio à la fin des années 60,
en l'occurrence le Chaboté. Ah tiens, un collègue. Ouais, il est un poil plus connu que toi quand même, hein. À poil, tu cherches à me vexer ma parole. Oh, mais c'est qui deviendrait susceptible? Et sinon, t'as pas l'impression d'avoir oublié un truc dans tout ça? Ah bon? Qu'est-ce que j'ai oublié d'après toi? Eh ben, tu as parlé de la Toei, de Pierrot, de Sunrise, mais tu as à peine mentionné le studio Ghibli. C'est tout de même un des plus grands studios d'animation japonais et qui a une histoire passionnante. Alors tu as raison sur un point, c'est un des plus grands studios nippons, et son histoire est en effet intéressante, mais vois-tu, elle l'est tellement que je préfère la garder pour une future vidéo. Ah d'accord, c'était prémédité en plus. Ouais, si tu veux. Et pour te dire la vérité, au départ, ça devait même être le sujet de cette vidéo. Seulement, je me suis vite rendu compte que ça allait me demander beaucoup plus de temps que d'habitude, parce que j'ai retrouvé, dans ma bibliothèque, cet ouvrage que l'on m'a offert il y a déjà quelques années, et que je n'ai hélas jamais eu l'occasion de lire jusqu'ici. Donc, j'aimerais le lire, enfin au moins en partie, parce qu'il ne raconte pas uniquement l'histoire du studio Ghibli, et puis il se focalise surtout sur Miyazaki, mais il y a néanmoins énormément d'infos intéressantes qui composent une part non négligeable du bouquin. Et comme j'ai encore pas mal de livres sur le feu, bah ça va prendre un peu de temps. Donc on s'occupera du studio Ghibli plus tard, voilà. J'espère que tu vas pas nous faire une vidéo d'1 heure avec tout le contenu de ce bouquin. Bah tu me connais. Oui, bah justement. Mais file dans ton panier. Non mais sans blague. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, bah, pensez au like, au partage, à laisser un petit commentaire qui contribue au référencement de la chaîne, même si c'est juste pour faire un... Par exemple, activez la cloche pour être sûr d'être notifié des prochaines vidéos, et si c'est pas encore fait, abonnez-vous. N'oubliez pas le défi qui vous permettra peut-être de gagner un souvenir du Japon à la fin de l'année. Je vous renvoie à la vidéo précédente si vous ne voyez pas de quoi je parle. En attendant la suite, portez-vous bien et continuez d'aimer le Japon. Matane!